Donc je vais tout de suite appeler, si vous voulez bien, Philippe Doucet pour 9 minutes. Et ensuite, ce sera Sylvie Guillaume. Bonjour mes camarades. Moi, je vois pas de chrono là. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à Christophe d'avoir introduit cette convention. Et puis, je voudrais saluer évidemment nos amis responsables sociaux-démocrates européens, allemands, danois, portugais, d'avoir fait le déplacement à Marseille avec un clin d'œil particulier à Nora, notre présidente de délégation. En plus, tu joueras à domicile, en plus, Nora. Donc, heureux de te voir parmi nous. Nous sommes heureux pour Debout les socialistes qui est cette convention. Ça fait longtemps que nous souhaitons que nous ayons des débats de fond entre nous et que ces débats de fond soient tranchés par le vote des militantes et des militants. Donc, heureux que nous puissions être écoutés. Cette convention et le débat sur l'Europe de manière générale nous paraît essentiel car nous devons partir, nous devons proposer une nouvelle offre social-démocrate française par rapport à l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle donne dans plusieurs domaines. Tout d'abord, ça n'aura échappé à personne, mais je préfère quand même le rappeler parce que c'est un tel bouleversement. Il y a une nouvelle donne géopolitique. Chacun a pu constater depuis l'attaque de l'Ukraine par la Russie le niveau de bouleversement que cela a induit déjà dans le cas de l'Union européenne et dans ce qui se passe en Europe. Et vous savez, ce n'est pas fini, cette guerre va durer et elle va continuer à bouleverser profondément l'Europe, plus largement le monde, mais déjà nous, profondément nous bouleverser. Déjà, ce que nous constatons, c'est que, alors que nous pensions que les dictatures étaient derrière nous, finalement, le conflit démocratie-dictature, au sens large du terme, il est redevenu au premier rang de nos préoccupations. Regardez, en quelques mois, la Suède et la Finlande, qui pendant des années n'ont pas souhaité intégrer l'OTAN, en moins de 2 mois, 3 mois, ont changé de position. C'est vous dire le niveau de bouleversement. Notre camarade social-démocrate allemande est là. Quel changement aussi en Allemagne. Quel changement en Allemagne. Rupture de fait des relations avec la Russie, alors qu'il y avait finalement un accord, notamment Angela Merkel, Poutine, rupture sur les questions énergétiques, rupture sur même la question de l'armement, la question de la défense européenne. On voit des bouleversements extrêmement profonds, et le débat en Allemagne sur la question de la livraison des chars Léopard a montré aussi le niveau de discussion et de débat en interne. Une nouvelle donne économique. Tout le monde voit bien que c'est la fin de la mondialisation heureuse. La Chine est devenue un rival systémique, la crise du Covid est passée par là, et donc on voit le retour des concepts de souveraineté et la tentation de faire du commerce bloc à bloc, bloc démocratique d'un côté, bloc dictatoriaux de l'autre. Et donc, finalement, dans ces événements, il y a une bonne nouvelle. Le néolibéralisme a vécu. Le néolibéralisme a vécu. Et donc, tout cela nous oblige. Ensuite, une nouvelle donne écologique. Même si les rapports du GIEC ne datent pas d'hier, chacun a pu constater que maintenant, le réchauffement climatique, c'était ici, maintenant, tout le temps. Donc, l'effondrement de la biodiversité, je pense, chacun peut le constater. On voit même que les premières batailles de l'eau ont commencé. Donc, l'idée des biens communs, ça a été évoqué par quelqu'un tout à l'heure, l'idée des biens communs fait son chemin, ça fait partie de nos propositions. Une nouvelle donne sanitaire, également, chacun a pu constater que le Covid a changé la perception du système de santé et même, du coup, la perception des services publics. D'un seul coup, quand nous étions collés au mur sur les services publics face aux libéraux, tout le monde se dit aujourd'hui, finalement, d'avoir un service public de la santé, c'est quand même mieux que de ne pas en avoir. On voit d'ailleurs ce recul du néolibéralisme sur, par exemple, EDF. En quelques mois, on est passé d'un projet de démantèlement d'EDF à la renationalisation d'EDF. Quand même formidable. Il ne reste plus à faire un petit effort sur les transports en commun, parce que la libéralisation des transports en commun d'Île-de-France avait démarré, et tout le monde se rend compte que même pour les Jeux Olympiques, ça serait bien de faire machine arrière. Alors pour nous, cette convention, c'est l'occasion de mettre les choses à plat
et de proposer des solutions. Je me permets de le rappeler ici, au nom de mon courant, nous sommes la gauche des solutions, pas celle de l'incantation. Et les questions qui s'opposent devant nous, c'est toujours les mêmes. C'est la question sociale, encore et toujours. C'est la question fiscale dans l'Europe. Combien de temps allons-nous accepter qu'il y ait finalement des fraudeurs institutionnels en Europe? La Belgique, le Luxembourg, l'Irlande, combien de temps on continue? Les Pays-Bas, pour les grandes sociétés, combien de temps on continue à ce que chacun, en termes de fiscalité, fasse cavalier seul? La question énergétique, et je le dis à ma camarade social-démocrate, on ne peut pas continuer comme ça à avoir ce désaccord entre Olaf Scholz et nous sur la question énergétique, sur le prix de l'électricité, parce que ça tend évidemment les citoyens français qui payent 4 fois plus cher l'électricité que ce qu'ils devraient la payer. La question environnementale, quand est-ce que nous allons avoir des critères environnementaux dans nos traités? Et la question démocratique, comment nous avançons dans cet espace public démocratique européen qui avance doucement, mais qui pour nous devrait avancer plus vite. Et puis enfin, et ça sera, je pense, un des grands chantiers, la question du néolibéralisme. Comment sortir de la concurrence libre et non faussée, dont nous voyons tous les jours les ravages environnementaux et sociétaux, sans désobéir aux traités? Comment nous trouvons ce chemin? Comment nous construisons ce chemin? Alors, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Nous nous proposons une méthode et formulons des propositions. Déjà, Christophe l'a évoqué, mais nous proposons de démarrer tôt et d'aller à la rencontre des Françaises et des Français pour écouter leurs attentes en matière d'Europe. Nous avons nos débats internes, mais ça serait intéressant d'aller à la rencontre des Français pour voir ce qu'ils en pensent réellement au fond, comment ils ont évolué par rapport à l'Europe. Je rappelle que la séparation autour du référendum de 2005 a continué à imprégner la société française. Nous pensons aussi qu'il faut aller tester nos propositions. Par exemple, nous proposerons, dans le cadre de cette convention, un budget propre pour l'Europe, une défense européenne commune et des listes transnationales. Je sais que ça fait partie des propositions du PSE, mais peut-être qu'il faut aller plus vite et les proposer. Et puis, il nous faut trouver le bon curseur, et ça, c'est un vrai débat dans la société française, entre le cadre national et le cadre européen, notamment sur les aspects de sécurité sanitaire, notamment sur la question des politiques migratoires, et notamment, encore une fois, sur la question démocratique qui est au cœur de ce projet européen. Bref, nous avons du travail, vous l'avez compris. Mais nous pensons profondément que, à l'occasion de ces élections européennes, à l'occasion de cette convention, nous devons réaffirmer nos valeurs. C'est autour de nous que doivent se faire les valeurs de la gauche sur l'Europe. Nous ne pouvons pas aujourd'hui ne pas soutenir nos amis ukrainiens, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire qu'il faut sortir de l'OTAN, ce n'est pas possible. Oui, nous devons affirmer la souveraineté, notre soutien à nos amis ukrainiens, et ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable non plus qu'à côté du drapeau français, il y a le drapeau européen. Ce n'est pas négociable non plus. Voilà, c'est autour de ces valeurs-là que nous devons nous battre, réaffirmer et essayer d'emmener tous ceux qui, à gauche, souhaitent porter ce message européen, parce que c'est entre le message national, le nôtre, et le message européen, c'est là aussi que nous avons notre avenir. Et nous sommes intimement convaincus que c'est les solutions social-démocrates de cette gauche du réel qui veut pétrir le réel, le faire avancer pour les citoyennes et les citoyens, que nous devons construire notre projet et nos propositions pour l'Europe. Alors mes camarades, il y a du travail, il y a du bon travail, et donc nous vous invitons à vous associer tous ensemble à travailler sur cette convention européenne, parce que c'est à travers ce débat sur l'Europe et à travers les élections européennes que nous pouvons construire le rebond du Parti socialiste. Merci mes camarades. Merci Philippe, vous pouvez l'applaudir 10 secondes, puisqu'il avait encore 10 secondes de temps de parole. Non, Sylvie Guillaume, pour 6 minutes. Merci. Sans les sarcasmes d'Anna Pic, si possible. Bon, merci, et je suis heureuse d'être parmi vous dans ce début de congrès, dans ce début de séquence, comme l'a indiqué Christophe. Alors, quand on commence comme ça, on peut voir les choses, quand on commence cette convention, on peut voir les choses avec un peu de pessimisme. Clairement, le début de ce congrès a été quand même un tout petit peu compliqué, et ça a donné une image, disons,
assez compliqué pour nos partenaires, je pense, européens. On a aussi un petit degré de pessimisme parce qu'on traverse au Parlement européen une petite crise qui s'appelle le Qatargate, qui nous porte un coup extrêmement fort, massif, qui est un coup contre la démocratie européenne en général, mais aussi qui touche en particulier les socialistes et démocrates. Il ne faut quand même pas se cacher derrière notre petit doigt sur ce sujet non plus. Ça va nous obliger à répondre de façon extrêmement forte sur ça. Ça lance quand même le discrédit sur tout un Parlement et ça va générer, je l'espère, une réaction extrêmement forte, à la fois contre les ingérences étrangères qui sont en cause dans ce système, mais aussi pour la transparence des activités des parlementaires européens et des anciens parlementaires européens. Pessimisme aussi, si on regarde la prééminence, ça c'est quelque chose qu'au bout d'autant de mandats, je continue de regretter, la prééminence du Conseil sur le Parlement, sur les décisions qui sont prises. Ça veut dire que le Parlement n'a pas suffisamment de pouvoir. Certains en ont parlé, je ne détaille pas ici. Et puis pessimisme parce qu'il y a une forme d'apathie libérale de la Commission qui continue de s'exprimer dans les institutions européennes, dans l'Union européenne. Et ça, c'est effectivement extrêmement handicapant, comme l'ont été, mais Katharina l'a développé, les attaques régulières contre l'État de droit, les populismes et la montée du nationalisme dans un certain nombre d'États membres. Donc ça, c'est la vision, elle est sans doute pas exhaustive, mais pessimiste des choses. Puis aussi, on peut voir les choses un peu différemment et se dire que, même si c'est un peu impensif d'utiliser à chaque fois maintenant l'Europe se construit grâce aux crises, oui, on a quand même traversé cette dernière année pour des parlementaires qui ont été élus en 2019. C'est quand même la fin de la sortie d'un État membre, donc d'un exit, du Brexit en l'espèce de l'Union européenne. C'est une crise, une pandémie mondiale qui va obliger à bouleverser complètement un certain nombre de règles économiques et sociales, notamment économiques et fiscales dans l'Union européenne. C'est une guerre en Ukraine qui va là aussi complètement bouleverser, qui n'est pas seulement une guerre sur le plan militaire, mais qui est une guerre contre les valeurs européennes qui sont les nôtres et que nous essayons de défendre. Donc c'est le témoignage que l'Europe change, l'Europe dans un monde qui change lui-même est une Europe qui change. Et donc ça, il faut s'en saisir, il faut rebondir. Et c'est aussi pourquoi il faut que le bloc des socialistes et démocrates au Parlement européen, comme à la Commission et comme au Conseil, mais ils sont moins nombreux que nous, forment un bloc solide et diversifié. Diversifié, oui, parce qu'on ne porte pas exactement tous de la même manière, mais solide. J'en viens aux élections européennes de 2024 parce qu'elles sont dans cette perspective d'équilibre entre l'optimisme et le pessimisme qu'on peut développer. Comment on peut agir et quelles sont les conditions politiques pour aller dans le bon sens? Un certain nombre ont déjà été évoqués par mes collègues, je n'y reviens pas, mais j'en cite quelques-unes. Il y a un préalable pour moi dans tout ça, c'est qu'on fasse des élections européennes, des élections européennes. En gros, ce n'est pas les mid-terms de Emmanuel Macron, ce n'est pas une élection française, c'est une élection européenne. Et je crois que c'est très important pour la suite du travail des parlementaires. Le programme, bon, très concrètement, je ne pense pas qu'il va être très différent, il ne va pas être révolutionnaire par rapport aux valeurs qu'on a défendues jusqu'à présent et les grandes orientations qu'on avait, mais il va falloir qu'on change de braquet et qu'on capitalise sur les succès qu'on a obtenus, parce qu'on a obtenu des succès, il faut le dire, au cours de ces dernières années, que ce soit sur la question, par exemple, des travailleurs des plateformes, sur les questions de la conditionnalité de l'état de droit, donc le versement des fonds européens, sur les questions de fiscalité, sur les questions d'énergie, de santé, ou encore d'environnement. Et puis des évolutions, il en faut, alors c'est un peu moins sexy quand on en parle, mais il en faut aussi quand même pour nous aider à travailler sur l'aspect institutionnel. Ça ne fait pas rêver, mais tant qu'on n'aura pas l'initiative législative au Parlement, tant qu'on n'aura pas la fin du veto et la fin de l'unanimité dans les institutions européennes, on aura un Parlement européen qui est contournable à loisir et donc qui ne peut pas faire le rapport de force correct avec les États membres. Il faudra évidemment une liste de talents, de convictions et d'habiletés politiques. Je le dis aisément puisque je ne serai pas partie de cette liste, donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est surtout, je dois vraiment dire clairement devant vous que ça ne peut pas être une liste étriquée, fermée sur nous-mêmes. Je suis sûre que ça serait une erreur capitale qu'on se contente d'être au trébuchet des textes d'orientation en faisant des pourcentages comme ça tout au long de la liste. Sincèrement, je crois que ça n'est pas seulement des places sur la liste. Et j'ai eu l'occasion de le dire dans un tweet cette semaine. Être sur une liste, c'est défendre des valeurs, c'est pas simplement être représentant de tel ou tel. Et j'en termine vraiment
en indiquant que si on doit gagner parce qu'il faut que le groupe des socialistes et démocrates soit le plus important en nombre pour maîtriser nos alliances, d'une part, et aussi pour contrer les alliances de la droite, d'autre part. Parce que ce qui est en train de se passer, et je prends les 20 dernières secondes pour le dire, c'est que la droite, ce qui s'appelle le centre-droit au Parlement européen, ils sont en train de conclure une alliance avec l'extrême droite européenne. Et ça, mes camarades, il faut que nous soyons suffisamment forts ensemble pour les vaincre. Merci, merci Sylvie. J'appelle pour 6 minutes Luc Appert. Luc Appert est là et se prépare Lénie Nicolet. Bien. Chers camarades, merci tout d'abord effectivement pour ce temps consacré à l'Europe. On l'a tous dit, c'est très important pour notre parti d'avoir pour une fois fait une part très large à cette thématique dans notre congrès. Et finalement, c'est très bien puisque la table ronde qu'a animée Christophe tout à l'heure, elle nous a prouvé toute cette diversité et cette identité fondamentale qu'est l'Europe pour nous les socialistes. À travers tous nos camarades des différents pays, finalement, on a vu à quel point nos valeurs étaient défendues et à quel point ces actions étaient vitales pour nous et notre famille politique. Je ne reviendrai pas sur nos références historiques, elles ont déjà beaucoup été utilisées, mais il ne faut jamais les oublier. On a cité Jacques Delors, bien sûr, François Mitterrand. François Mitterrand, il y avait 3 phrases. Il y a la plus célèbre, évidemment, le nationalisme, c'est la guerre. Il y en a une autre assez célèbre également, la France est notre patrie, l'Europe notre avenir. Moi, ma préférée, c'est la 3e, qui est peut-être moins connue, mais c'est lors de ses derniers vœux présidentiels, il avait eu cette phrase « L'Europe, c'est notre nouvelle dimension ». Celle-là, elle est peut-être moins lyrique, mais elle me parle tout particulièrement car elle pose un sujet encore valable aujourd'hui. Oui, l'Europe était à l'époque déjà notre nouvelle dimension et aujourd'hui, elle reste la bonne dimension pour traiter les problèmes auxquels nous devons faire face. Nous l'avons dit, la crise climatique, la crise sanitaire, les crises internationales, personne de raisonnable aujourd'hui peut dire que ces questions-là peuvent se résoudre par des réponses uniquement nationales. À l'heure où l'Europe retrouve des galons dans l'opinion publique, chers camarades, bien sûr, le chemin est long, en particulier avec les catégories populaires sur cette question. Et ça doit nous interpeller tout particulièrement en tant que socialistes. Mais tout de même, elle retrouve des galons quand l'Europe, notamment, est solide sur ses valeurs et a des réactions cohérentes par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Bien sûr, il faut toujours aller plus loin, on peut toujours faire mieux. Mais est-ce que, à l'heure où l'Europe apparaît enfin un petit peu à la hauteur des événements, il est le moment pour notre famille politique d'être plus timorée? Certainement pas. Il faut ressortir de ce congrès plus que jamais en brandissant, je ne dirais même pas le drapeau, le talisman de l'Union européenne. Je l'ai dit, nous n'avons pas à rougir de notre bilan, nous l'avons vu à travers nos députés européens. Nous, au niveau de refondation, nous l'avons dit très clairement, il ne s'agit pas de sectarisme, il s'agit de cohérence. Nous ne croyons pas en la désobéissance, nous n'y croyons pas. Nous ne savons pas quand on lit des formules comme déroger aux règles de manière transitoire ou ne pas respecter certaines règles. Au fond, on ne sait pas ce que ça veut dire. Nous sommes à Marseille et ça apparaît un peu comme une bouillabaisse. Je retire pour ceux que ça choquerait. Droit d'initiative pour le Parlement européen. Voilà les réformes fondamentales, chers amis, car nous ne ferons rien sans une réforme politique et institutionnelle. Droit d'initiative pour le Parlement européen, des listes transnationales, ça a été évoqué tout à l'heure et je crois que la famille social-démocrate européenne et la famille socialiste française en priorité doit porter cette question dès 2024, même si ça n'est pas encore dans le calendrier prévu par l'institution, car c'est un symbole très fort. Des propositions, bien sûr, nous nous retrouvons assez largement entre les textes d'orientation et heureusement pour dire
Je l'ai entendu qu'il faut bien sûr augmenter le budget communautaire, trouver de nouvelles ressources. Ça peut être avec des pistes comme une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, ou bien, nous l'avons évoqué tout à l'heure et nous soutenons pleinement la proposition de nos amis, la taxe sur les transactions financières. Ça passe également par un soutien massif à l'innovation pour une souveraineté européenne alimentaire, énergétique et européenne. Approfondir, nous l'avons évoqué également, la politique sanitaire commune. En effet, nous l'avons vu, la question a été posée, il faut pouvoir faire une levée de brevets sur les vaccins en cas de nouvelle urgence ou crise sanitaire. Enfin, chers camarades, renforcer le pilier social, harmoniser les normes du travail dans l'ensemble de l'Union, renforcer la capacité budgétaire, notamment du Fonds européen d'ajustement mondialisation, et renforcer encore les initiatives pour l'emploi des jeunes. Bien sûr, ces piliers économiques et sociaux sont essentiels. Mais ce n'est jamais ce qui feront d'un citoyen un Européen. Ce qui feront d'un citoyen un Européen, c'est la question de la culture, de l'éducation et du sentiment d'appartenance à notre communauté européenne. Ça passe par l'harmonisation des programmes scolaires, des diplômes, des formations de professeurs communes, le développement bien sûr d'Erasmus. Chaque jeune dès 16 ans doit pouvoir avoir cette possibilité-là, quelles que soient ses études. Alors, je le dis, chers camarades, et je le redis, cette question est clé, elle n'est pas politique ou électorale. Ceux qui, aujourd'hui, ont des réserves sur l'Europe, y compris à gauche, sont les mêmes qui ne sont pas clairs aujourd'hui sur la question ukrainienne, pas parce qu'ils confondent l'agresseur et l'agressé, mais parce qu'ils nous parlent de neutralité, parce qu'ils nous parlent de ne pas alimenter une escalade. Alors, je vous le dis, dans l'unité, chers camarades, à la sortie de ce congrès, soyons européens, soyons humanistes, soyons internationalistes, soyons, nous assumons le mot, fédéralistes, soyons socialistes, soyons nous-mêmes. Nous avons perdu assez de batailles culturelles comme ça, celle de l'Europe, nous ne pouvons pas la perdre. Merci Lucas. Les deux derniers intervenants, Léni et Amine Mbarki, se préparent. Et Léni pour 5 minutes. Bonjour, merci de m'accueillir à cette tribune, merci de nous donner un peu de temps pour vous parler. Je suis le président de HES, que beaucoup d'entre vous connaissent, auquel beaucoup d'entre vous n'ont pas encore adhéré. Je vous rappelle que c'est ouvert, n'hésitez pas, nous avons un stand, on sera ravis de vous accueillir. On est ravis de venir vous parler d'Europe. À HES, c'est une thématique qu'on travaille depuis de nombreuses années. Pour ce congrès, nous avons diffusé de nombreuses thématiques, de nombreuses contributions thématiques, et l'Europe est un des enjeux particulièrement pertinent pour les droits LGBTI. Vous savez très bien ce qui s'est passé en Pologne, en Hongrie. Vous connaissez les actions qui ont été celles des gouvernements conservateurs, néoconservateurs, fascistes, néofascistes, peu importe les noms qu'on leur donne. Ce sont les idées réactionnaires qui ont gagné dans ces pays. Et ce sont à chaque fois les droits des femmes, les droits des minorités, les droits des personnes LGBTI qui ont souffert en premier. L'Europe, ce n'est pas un objectif socialiste, c'est un horizon. L'horizon de travail pour améliorer les droits et les libertés individuelles et collectives, protéger les minorités, protéger les droits de celles et ceux qui, dans les pays où leurs droits ne sont pas encore reconnus, elle peut leur offrir sa protection. L'Europe, avec sa charte des droits fondamentaux, avec les législations, les règlements, les directives que la Commission, que le Conseil, que le Parlement peuvent créer un droit protecteur pour l'ensemble des personnes LGBTI, créer un droit pour l'ensemble des minorités sur l'ensemble de notre Union européenne. C'est un horizon qu'il nous faut garder en tête. C'est celui qui doit motiver les socialistes à être les moteurs d'une famille socialiste européenne au sein du PES rassemblée, à être les plus forts sur ces thématiques, à pouvoir avancer sûrement, mais avec détermination sur le fait que si ce ne sont pas les socialistes, la gauche européenne qui se bat pour que les droits LGBTI soient au cœur des revendications portées dans nos institutions, alors ce sera perdu. Sylvie Guillaume l'a dit, aujourd'hui, la droite, le centre-droit, est en train de s'allier avec l'extrême droite. Nous avons envoyé un contingent monumental pour les Français, 2 députés du Rassemblement national au Parlement européen. Ils sont 90 ou presque à l'Assemblée nationale. Cette force-là existe en Europe de manière bien plus importante, bien plus coordonnée, bien plus puissante, avec des réseaux financés qui sont à l'attaque contre les droits des minorités, contre les droits des femmes, contre les droits des LGBTI, et cela commence aussi par l'attaque contre l'état de droit. En tant que socialistes, nous avons le devoir d'expliquer haut et fort à quel point tout cela représente un danger pour tout le monde, et pas simplement contre les minorités.
que travailler pour défendre les droits des personnes LGBTI, c'est travailler à défendre la société que nous souhaitons porter dans nos revendications, celle que nous avons à cœur de construire en tant que socialistes, celle que nous voulons développer à la fois en France, mais également en Europe, et au-delà de l'Union européenne, dans toute l'Europe. Vous connaissez la Cour européenne des droits de l'homme, qui dépend du Conseil de l'Europe. Vous savez à quel point c'est l'objet d'attaques permanentes par les candidats de l'extrême droite, et parfois la droite en France, qui veulent en sortir, qui veulent la dénoncer, qui expliquent qu'il y a des lobbies, des groupes de pression, qu'il y a des structures qui veulent imposer une loi autre que celle que les Français auraient choisie, qui voudraient imposer le fait de respecter les droits et libertés. Les attaques contre les droits des LGBTI, contre les droits des minorités, contre les droits des femmes, sont des attaques contre le projet que nous portons en tant que socialistes, contre celui que nous voulons pour l'Europe. Il nous faut un parti socialiste fort, d'accord sur le projet européen qu'il entend défendre. Et cette convention est la bienvenue. Nous souhaitons qu'elle puisse aborder pleinement la question des droits des minorités, que le Parti socialiste démontre qu'il est un moteur à nouveau de ces droits et de la défense de ces droits au sein de la famille socialiste, travailliste, social-démocrate en Europe. C'est de notre famille que proviennent les avancées pour les droits LGBTI et pour toutes les minorités. C'est une commissaire travailliste maltaise qui est à l'origine de la première stratégie LGBTI de l'Union européenne. C'est un pas monumental qui a été fait il y a plusieurs mois. Il faut continuer à le défendre et il faut rappeler que sans une participation monumentale des socialistes à la création d'un projet européen défendu partout, sans le fait que nous ayons un nombre le plus important possible de députés européens envoyés par le Parti socialiste à la prochaine session dans le Parlement européen, ces projets-là n'aboutiront pas et ils seront battus en brèche par les identitaires, par les fascistes, les xénophobes, par celles et ceux qui n'ont comme objectif dans l'Union européenne que de saper ce qui fait le fondement du projet européen. Croire que cela nous dépasse toutes et tous, que nous pouvons rassembler largement sur le fait que les droits des minorités sont des droits humains, que les droits humains sont la conséquence de l'état de droit et que l'état de droit permet l'épanouissement de la nation, l'épanouissement de les sociétés humaines et l'épanouissement de chacune et chacun au sein d'un espace politique partagé. Défendre l'Europe, c'est défendre nos valeurs. Défendre nos valeurs, ce sera défendre l'Europe. Merci à vous. Merci Léni. Je ne sais pas si c'est vraiment le microclimat européen, mais alors vous êtes tous à la seconde près dans les cordes de notre agenda. À toi, Amine, pour conclure, Amine Enbarki, pour conclure cette séquence européenne avant de basculer sur le débat général. Chers amis, chers camarades, oui, c'est possible. 30 ans, c'est un bel âge. C'est l'âge d'un certain nombre d'entre vous, c'est le mien. Mais c'est surtout l'âge d'un traité que vous connaissez bien, le traité de Maastricht. Oui, c'est possible. 30 ans, l'âge d'une génération bercée par le rêve européen et déçue par les espoirs fracassés sur le mur d'une technocratie lointaine. Oui, il y a dans ce pays toute une génération pour qui l'idée européenne sonne comme une évidence, mais qui montre aussi une colère réelle face à une Europe incompréhensible et invisible. Et parfois même une franche indifférence. Oui, les élections européennes sont désertées, les idéaux sont oubliés et les populismes parfois sont bien ancrés. Alors face à ce constat triste, face à ces éléments, il y a peut-être une menace encore pire. Une menace qui nous guette, qui est partout et nulle part. Une menace qui peut nous frapper à tout instant et qui serait la pire des choses pour l'idéal européen que nous partageons. Cette menace, c'est la résignation. C'est le fait de croire que le combat serait vain. Le fait de croire que nos mobilisations seraient futiles, que notre engagement ne servirait à rien. Alors, mes chers amis, chers camarades, si je peux exprimer un message ce soir et formuler ensemble des vœux pour cette nouvelle année 2023, puisqu'on peut encore le faire, ce serait celui-ci. Ne cédons pour l'Europe jamais à la résignation. Gardons toujours l'espoir que demain peut être meilleur, que nous pouvons renouer
avec l'indispensable solidarité, l'absolue nécessité du combat pour les démocraties dans l'ensemble des pays européens, l'existentielle lutte contre les populismes. Oui, c'est possible. Et lorsque nous serons, ça arrive parfois, face à cette menace, lorsque la résignation guettera, alors nous nous rappellerons, comme toujours, des gens pour qui nous nous battons, de ces femmes et hommes. Nous nous rappellerons pour qui l'Europe doit être le plus essentiel. Ces familles isolées pour qui la vie est si difficile, ces classes laborieuses, ces jeunes sans perspective. Oui, l'Europe, elle est pour tous ces gens pour qui nous nous battons. Alors demain, oui, c'est possible. Lorsque la résignation guettera, j'ai envie de crier avec la force des convictions des premiers jours ces 3 mots qui doivent résonner comme un cri de ralliement. Ces 3 mots qui résument à eux seuls tous les combats passés et ceux qui n'attendent qu'à être menés. Ces 3 mots pour l'Europe. Oui, c'est possible. Merci. Merci Amine. Merci Christophe, donc, puisque tu es responsable de toute cette séquence. Et je crois qu'effectivement, de mémoire d'être humain, jamais une séquence européenne n'aura été si dense dans un congrès du Parti socialiste, ce qui est évidemment important à quelques mois des débats que nous allons engager.